La résidence du roi se trouve en Mésopotamie, dans le sud de l'actuel Irak. C'est là que s'étend le royaume de Sumer, avec sa capitale Uruk, une immense plaine entre l'Euphrate et le Tigre. En 4 millénaires, les couches archéologiques se sont sans cesse élevées. Les experts peuvent les dater, mais sans objet témoin, il leur est impossible de les associer de manière certaine à un souverain. C'est un chercheur anglais qui a découvert les ruines au milieu du 19e siècle. Mais ces fouilles se sont révélées infructueuses. En 1912, l'empereur allemand Guillaume II autorise ses archéologues à explorer le site. Mais les guerres viennent sans cesse entraver les travaux et un centième du terrain seulement a pu être sondé. Ces images de la campagne archéologique de 1963 laissent entrevoir toute l'ingéniosité des architectes des palais et temples sumériens. Les murs dégagés à grand-peine lors de ces fouilles sont aujourd'hui de nouveau ensevelis. Vouloir retrouver des traces de Gilgamesh équivaut à chercher une aiguille dans une botte de foin. En général, les ruines du sud de la Mésopotamie sont composées d'un seul matériau, des briques empisées. Or, celles-ci ont subi une forte érosion dans le passé, car le pisé se désagrège sous l'action de la pluie ou du vent. Certaines structures se sont néanmoins conservées. Ce sont généralement les fondations que nous pouvons dégager. Mais une fois qu'elles sont mises au jour, elles deviennent extrêmement vulnérables. Pour préserver les vestiges les plus importants que nous découvrons, il nous faut finalement les remblayer. Dans ce paysage, aujourd'hui dominé par un sol aride et des morceaux de débris, s'étendait autrefois un jardin luxuriant et fleuri, des champs et des palmeraies. Des documents anciens indiquent qu'un bras de l'Euphrate et de nombreux canaux traversaient Uruk, ce qui en faisait une véritable oasis. La métropole commerciale était parcourue de larges voies navigables et de petits canaux destinés à irriguer des jardins. Il y avait peut-être même un trafic fluvial à Uruk. Suite aux mesures magnétiques réalisées en 2001 et 2002, nous avons dû revoir complètement notre vision de la ville. Aujourd'hui, je pense qu'elle était bien plus verte et plus arrosée de cours d'eau qu'on ne le croyait. Nous savons aussi qu'un canal coulait tout autour de la ville et que de là, de nombreux petits canaux irriguaient les champs. Ce devait donc être une région très verte. D'autres sondages géologiques ont confirmé cette analyse et ont permis en outre d'expliquer la présence de ces étranges monticules. Il s'agit de sédiments qui se sont déposés au fond des canaux au fil des siècles. Leur dureté leur a permis de mieux résister à l'érosion, contrairement au sol arable. Avec ces découvertes, c'est la première fois que les chercheurs observent une concordance entre les données recueillies sur le terrain et les textes de l'épopée. Savoir ainsi tirer profit de l'eau témoigne d'une grande ingéniosité et d'une prouesse révolutionnaire pour son époque. Gilgamesh a compris qu'il était mortel, comme tous les hommes, et que pour parvenir à la gloire éternelle, il lui fallait accomplir de grandes œuvres. Il s'y attelle sans tarder et met sur pied un gigantesque projet architectural qui doit faire d'Uruk une cité florissante. Il donne la fabrication de milliards de briques empisées. Tous les ouvriers du royaume sont mis à contribution. Les bâtiments sont construits avec ce matériau qui a fait la réputation de la Mésopotamie. L'œuvre phare du souverain est le mur de protection qui entoure Uruk. Avec ses 11 km de long pour 9 de haut, c'est le plus grand rempart de l'Antiquité.
5000 ans après la construction de la gigantesque muraille, on distingue encore ses fondations érodées. Jusqu'ici, les archéologues n'ont pas pu identifier son architecte. Je dirais que la renommée de Gilgamesh repose sur la construction de cet ouvrage. C'est vraiment le rempart le plus long que l'on connaisse, et sans doute aussi le plus imposant parce qu'il était très structuré. Cela a dû impressionner les gens. Uruk était une ville imposante et hors du commun. L'épopée vante sa démesure, chiffre à l'appui. 3600 arpents de cité, 3600 arpents de verger et 1800 arpents le temple d'Ishtar. En 1936, la Société orientale allemande engage des archéologues pour mettre au jour le bastion. Ce qui surgit du sable dépasse toutes les attentes. Une saillie se dresse tous les 9 mètres, une tour de guet tous les 100 mètres. Plusieurs pans du rempart ont été construits en briques cuites pour les protéger du vent et des intempéries. Les chercheurs parviennent à dater l'ouvrage entre 2900 et 2600 ans avant Jésus-Christ. Un monticule se dresse au milieu du site. Ce sont les vestiges d'un temple appelé ziggurat. Dans toute la Mésopotamie antique, ces édifices servent d'asile aux dieux. Le panthéon des Sumériens est un ensemble de divinités masculines et féminines. C'est la belle Inanna Ishtar qui veille sur Uruk. Déesse de l'amour, de la fécondité, de la guerre et de la mort, Gilgamesh lui dédia le temple le plus élevé de la ville, comme le relate l'épopée. Approche de Léana, demeure de la déesse Ishtar, nul roi ne fera plus pareille construction. La prière fait partie du quotidien des habitants de Sumer. L'entretien et le fonctionnement des temples réclamaient un personnel important. Tous les jours, les fidèles apportaient leurs offrandes. Les archives d'Uruk nous décrivent le menu quotidien des 4 principaux dieux de la cité. 250 pains, 1000 tartelettes, 50 moutons, 8 agneaux, 2 bœufs et 1 veau. Une nourriture céleste qui, après avoir été présentée aux divinités, nourrissait les prêtres et le personnel du temple. 1200 personnes en tout. Les scribes nous ont transmis les espoirs des habitants de Sumer. En échange de leur ferveur, des vertus qu'ils entretenaient, de leur dignité et du respect de l'ordre établi, les Sumériens aspiraient à la vie éternelle dans l'au-delà. La lutte incessante pour dompter la nature leur rappelait la fragilité de l'existence terrestre et a inspiré leurs plus belles légendes. Gilgamesh, figure réelle de l'histoire, 5e roi d'Uruk au 3e millénaire. Il est le héros des Sumériens. Les récits de ses exploits fabuleux étaient connus dans toute la Mésopotamie. Il résume l'histoire de la civilisation sumérienne. Roi juste, souverain bâtisseur, Gilgamesh défia les dieux. Il apprivoisa les peuples sauvages et se dirigea vers la lointaine forêt de cèdres parfumés pour y affronter Umbaba, monstre terrible crachant le feu. Lors d'une lutte au corps à corps, il trancha la tête du monstre et revint en vainqueur à Uruk. Pour le punir, la déesse Inanna envoya le taureau céleste ravager la cité. La bête assécha les prairies et les fleuves, ouvrit des crevasses dans lesquelles les habitants disparurent. Il y a un grand débat sur Gilgamesh. C'est un peu comme le roi Arthur en Angleterre. Il y a beaucoup de mythes et de légendes qui gravitent autour de lui. Nous n'avons pas encore trouvé de preuve que Gilgamesh a réellement existé, mais c'est tout à fait possible. L'épopée de Gilgamesh est la plus ancienne œuvre poétique de l'humanité, sans cesse réécrite par divers auteurs sur une période de 2000 ans. La reconstitution des quelques 3000 vers en écriture cunéiforme est un projet titanesque, un immense puzzle.
Pour mes recherches sur Gilgamesh, je tenais à voir tous les originaux, c'est-à-dire toutes les tablettes conservées dans les divers musées et collections. Pour cela, j'ai été amené à parcourir le monde entier. J'ai pu étudier de près les différentes tablettes, faire mes propres dessins et les publier. C'était un travail difficile, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. L'Anglais découvre de nombreux fragments de textes inconnus, ce qui lui permet de combler d'importantes lacunes et de jeter une lumière nouvelle sur l'épopée du roi Gilgamesh. Vers 1200 avant Jésus-Christ, le scribe Sinleke-Unini décrit ce souverain comme étant pour 2 tiers Dieu et pour 1 tiers homme. À l'époque déjà, la vie rocambolesque du monarque est entrée dans la légende, transmise de génération en génération, d'abord oralement, puis par écrit. Sinleke-Unini était, croyait-on, le biographe et le proche conseiller de Gilgamesh. Faux. Le scribe faisait en fait référence à des textes plus anciens, datant de 2800 ans avant Jésus-Christ. Dans la tradition babylonienne, Sinleke-Unini était considéré comme l'auteur de l'épopée de Gilgamesh, parce qu'il lui a donné sa forme définitive. Il a ajouté des éléments, en a enlevé d'autres et a remanié certains épisodes. Il a donné à l'épopée sa version définitive et en a fait ce qu'elle est devenue au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Pauvre en matière, le royaume de Sumer doit aussi faire venir des minerais de lointaines contrées. Argent, cuivre, lapis-lazuli et or. Ce sont ces nombreuses importations qui assureront la splendeur et le faste de sa capitale. L'invention du tour de potier compte parmi les avancées techniques de cette époque. Le tour permet aux artisans de fabriquer en grande quantité des céramiques pour l'usage quotidien. La production de masse est née, apportant avec elle de nouveaux métiers, manutentionnaires, gestionnaires ou commerçants. Cette prospérité grandissante attire de plus en plus de villageois dans la capitale. L'accroissement de sa population fait d'Uruk la plus importante de toutes les métropoles du monde connu. Au début du 3e millénaire, Uruk devait compter entre 30 000 et 40 000 habitants. Cette estimation est obtenue à partir du nombre de champs entourant la ville, qui indique combien de personnes pouvaient en tirer leur subsistance. Uruk ne tarde pas à devenir une mégapole effervescente. Sa puissance économique lui permet d'étendre son influence bien au-delà des frontières et de jouir d'une renommée mondiale. Pour sécuriser leur transport de marchandises, les commerçants élaborent un système toujours en vigueur aujourd'hui. Le principe en est simple. L'expéditeur place sa marchandise dans un pot et le ferme avec un couvercle en tissu. Puis, il scelle le tout avec de l'argile pour protéger son bien de la saleté et du vol. Or, un jour, un marchand a eu l'idée d'imprimer des symboles simples sur l'argile encore humide, afin d'indiquer la marchandise renfermée dans le pot et sa quantité. Cela évitait plus tard d'ouvrir le pot pour contrôler son contenu. Parallèlement, les Sumériens dressent des listes pour garder une trace des produits échangés. Cette forme primitive de comptabilité contribuera largement au développement de l'écriture. À l'origine, l'écriture cunéiforme était une écriture pictographique, inventée par des comptables à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Peu à peu, elle a évolué vers une écriture plus schématique, pour la simple et bonne raison qu'il était plus simple de graver de petits symboles au stylet que de dessiner des pictogrammes. Et voilà comment l'écriture pictographique a disparu. Le développement des échanges commerciaux amena les Sumériens à inventer le concept de contrat. Des sceaux cylindriques étaient taillés dans la pierre et finement gravés d'un bas-relief en négatif. Lors du passage d'un contrat ou pour identifier les marchandises, ils étaient roulés dans l'argile. Cette empreinte scellait les transactions.
C'est ainsi que les habitants de Sumer, pour lesquels ces contrats revêtaient une grande importance, commencèrent à édicter des lois.